Ok, donc bonsoir tout le monde, je suis Zoglio Microfan et déjà désolé de ne pas pouvoir assister à la conférence avec vous. Je me suis malheureusement trompé dans les dates. Et avant de commencer à parler donc de l'importance de la distribution, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le message qui est sur la slide numéro 2, parce que je trouve que c'est un message très significatif de la peur que nous avons dans notre industrie. C'est donc une personne qui est en train de télécharger illégalement en torrent un épisode d'une série télé. C'est donc un criminel qui mérite très probablement la peine de prison. Mais j'ai la chance de connaître cette personne. Et pire encore que ça, je dirais, non seulement je connais cette personne, mais ce message provient d'une conversation que j'ai eue avec elle lorsque nous étions tous les deux en train de regarder cet épisode, moi en Angleterre et cette personne en France. Et donc, c'était il y a quelques mois et je lui ai demandé de me prendre les screenshots de cette conversation. Et si vous regardez la slide numéro 3, voilà ce qu'il y avait autour. Donc, je vous laisse lire, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, mais ce qui est important, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on a commencé en même temps, mais cette personne était en retard par rapport à moi. J'ai demandé pourquoi et je me suis rendu compte qu'elle était sur son iPhone en 3G. Il faut savoir que cette personne consomme de la vidéo, a un abonnement Netflix, achète même des films sur iTunes et elle ne comprend rien à la technologie, elle ne veut surtout pas comprendre la technologie, mais elle consomme de la vidéo. Et elle aime tellement consommer de la vidéo qu'elle le paye pour pouvoir regarder des épisodes de sa série préférée et lorsque ça ne marche pas, elle cherche des alternatives. Donc, elle commence à regarder sur son iPhone et en même temps, elle va télécharger en torrent le même épisode parce que très probablement, cet épisode aura fini de télécharger avant la fin de son épisode. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, alors on va passer à la slide numéro 4, le constat, c'est qu'aujourd'hui, le spectateur a le choix. Nous avons non seulement le choix du contenu, on dit toujours le contenu est roi, le problème c'est qu'il y a beaucoup de prétendants et tous les rois se ressemblent, et on n'a que 24 heures dans une journée. Et si moi je choisis de passer 45 minutes ou 1 heure sur Game of Thrones, c'est 45 minutes et 1 heure que je ne vais pas passer sur une autre série. Et si en plus de ça je passe quelques minutes de plus à charger, à buffer, ce sont des minutes que je ne vais pas passer sur des autres activités. Et ça, les spectateurs le comprennent très bien. Donc, que fait le spectateur lorsqu'il a le choix? Il fait de l'arbitrage. Il est conscient du coût d'opportunité. À chaque fois qu'il fait un choix, il est conscient du coût. Et donc, il va faire de l'arbitrage, il va optimiser par rapport aux activités qu'il avait prévues dans la journée. Alors, pour voir si cette hypothèse est vraie, ce que nous avons fait, donc slide numéro 5, c'est que nous avons voulu tester. On a pris un petit échantillon de 4 milliards de streams par mois pour voir ce qu'il en était. Et le premier constat, qui est donc la slide 6, alors il y a une petite animation si je crois, donc il faut cliquer 2 ou 3 fois, c'est que déjà le spectateur est moins tolérant. Aujourd'hui, lorsqu'il y a 1% de buffering, c'est 11 minutes de vidéo de vue en moins. C'est énorme, mais ce n'est pas ce chiffre qui me fait le plus peur. C'est ce qui vient en dessous. C'est la dynamique. C'est qu'en 2010, c'était 3 minutes. En 2011, c'était 5 minutes en moins. En 2012, c'était 8 et aujourd'hui, c'est 11. Ça veut dire que non seulement les spectateurs sont moins tolérants, mais sont de moins en moins tolérants. Et je vous invite à faire un test pour ceux qui ont un gamin à la maison ou ceux qui ont un petit frère ou une petite sœur même, qui sont nés dans cette génération Internet, qui ont toujours connu Internet. Parce que nous sommes biaisés, nous avons connu les premières heures de YouTube, donc on est un peu plus tolérants. Mais si vous envoyez à cette nouvelle génération un clip, par exemple, de Shakira, qu'est-ce qu'elle va faire? Si le clip n'est pas en HD ou si le clip ne se lance pas tout de suite, elle va très probablement cliquer au bout de 1 ou 2 secondes sur les propositions qui sont sur la droite. Et si aucune des propositions ne garantit une bonne expérience, elle va tout simplement taper le nom du clip dans Google et trouver une autre plateforme. Il n'y a pas de fidélité à la plateforme. Il n'y a que la fidélité au contenu. Et si le contenu est bien, l'utilisateur va trouver toutes les alternatives possibles pour avoir une bonne expérience. Ensuite, la prochaine slide,
c'est un autre constat, c'est que l'utilisateur ne veut plus perdre son temps. Encore une fois, il est conscient du coût à chaque fois lorsqu'il fait un choix. Et si, par exemple, il veut consommer une certaine série, on va continuer avec Game of Thrones, il va sur Netflix, il clique, ça ne marche pas, et ensuite il va sur HBO, il clique, ça marche. Inconsciemment, il va se dire que de toute manière, Netflix ne marche jamais, et HBO marche toujours. Jusqu'au jour où, lorsqu'il clique sur le site de HBO, ça ne marche plus. Et ce qui veut dire qu'il va très probablement jamais donner une deuxième chance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après une seule erreur en début de vidéo, 54% des spectateurs ne reviennent pas. Ils sont extrêmement exigeants. Et cette exigence est encore plus grande avec la prochaine slide. Le dernier constat, c'est que le spectateur veut aujourd'hui de la HD. Bon, on peut toujours débattre sur la définition de la HD, qu'est-ce qu'on entend par HD, et on peut aussi débattre si la HD est le seul critère important dans la qualité d'une vidéo. Personnellement, je pense que le framerate est tout aussi important. Mais le mot HD, c'est un mot presque marketing que nous avons, on a investi beaucoup d'argent dans notre industrie pour le mettre dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, n'importe quel spectateur, il comprend ce mot. Et il va chercher la haute définition. Parce que lorsqu'il va au cinéma, parce que lorsqu'il va à Darty ou à la FNAC pour acheter une nouvelle télé, ou même lorsqu'il joue aux consoles vidéo, il va toujours chercher la haute définition. Et pour vous donner... Donc oui, pour terminer avec ces slides, c'est donc aujourd'hui les spectateurs ont pris l'habitude d'entendre ce mot et ils recherchent donc cette expérience. Ils recherchent ce qu'on leur montre tous les jours à la télévision et dans les publicités finalement. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir la plus grande qualité, la qualité parfaite, l'expérience parfaite à nos utilisateurs? Et si on regarde la slide numéro 9, on voit que finalement notre métier est plutôt simple. On a un point A où on envoie, on a un point B où on reçoit. Et que ce soit le point A ou le point B, on a eu énormément d'innovations. Aujourd'hui, on a des encodeurs qui sont très très optimisés et nous avons des terminaux qui sont tout simplement géniaux. Il y a quelques années encore, j'avais mon HTC Hero qui était il ramait pour ne serait lancer une petite vidéo. Aujourd'hui, on prend n'importe quel iPhone ou n'importe quel Samsung, on peut regarder des vidéos en HD, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est le maillon faible, c'est au centre, la distribution. Et il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, tout simplement parce que Internet n'a pas été conçu pour la vidéo. Comment est-ce qu'on va délivrer, distribuer la vidéo en HD? Comment est-ce qu'on va reproduire l'expérience de la télé classique sur Internet? Comment est-ce qu'on peut donner plus de contrôle aux créateurs, mais aussi aux utilisateurs? Mais avant de répondre à ces questions, on va essayer de définir ce qu'on entend par qualité distribution. Et la slide numéro 10, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà déterminer les facteurs. Et on a créé 3 catégories. La première catégorie, ce sont tous les facteurs, tous les métriques qui expliquent les interruptions pendant la lecture, le buffering. Ensuite, il y a la catégorie des échecs ou des démarrages qui sont trop longs. On appuie sur play, il ne se passe rien. Et ensuite, tout ce qui est par rapport à la qualité d'image. Commençons avec le buffering, la slide numéro 11, qui est l'ennemi numéro 1. Ça, à chaque fois, c'est le truc que tout le monde déteste. On regarde une vidéo, la vidéo s'interrompt et on ne sait pas ce qui se passe. On attend. À Conviva, nous calculons le rebuffering ratio. Alors déjà, pourquoi rebuffering et pas buffering? Parce que nous considérons le premier chargement comme le chargement initial. On le met dans la deuxième catégorie qui est le temps de lancement de la vidéo. C'est pour ça qu'on parle de rebuffering. Et donc, comme c'est une ratio, donc c'est un pourcentage du temps de la vidéo qui va être soumis au chargement, au buffering, divisé par le temps total de la lecture. Et par rapport à ça, on va aussi calculer les vues qui sont impactées. Et ce qu'on comprend par impacté, ce sont toutes les vidéos, toutes les sessions de lecture où le buffering excède plus de 2%. Et vous voyez,
Donc, normalement, vous pouvez voir le screenshot que j'ai pris. C'est un de nos clients au hasard, je ne vais pas pouvoir vous dire le nom. Et ce qu'on constate, c'est la distribution. Il y a le plus de vues, et la durée, c'est pareil. Les gens regardent plus dans quel paquet? Dans le paquet où il y a le moins de chargement. Et finalement, c'est assez cohérent parce que si on prend des extrêmes, lorsque je vais sur un site et que je veux regarder une vidéo, s'il y a 100% de chargement, s'il y a 100% de buffering, ça veut dire qu'il ne se passe rien, je ne vais rien pouvoir regarder. Donc, je vais probablement plus jamais y aller, je ne vais même pas cliquer sur play. Et si c'est parfait, s'il n'y a absolument pas de chargement, bah dans ce cas-là, je vais pouvoir consommer de la vidéo. La slide donc numéro 12, c'est les problèmes de démarrage. On regarde le start time, combien de temps va mettre la première frame à s'afficher. Donc on clique sur play, la session est créée. Combien ça va mettre de temps ensuite pour que la vidéo s'affiche. On va regarder aussi quels sont les problèmes, donc les failures. Par rapport à ça, c'est à chaque fois on clique sur play, il y a une erreur, donc le client, le player vidéo nous renvoie une erreur. Et on traque aussi les personnes qui vont partir avant que la première frame ne s'affiche, mais le player n'a pas renvoyé d'erreur. Ce qu'on constate, c'est que les 2 premières secondes sont les plus importantes. Au bout de 2 secondes, s'il n'y a rien qui est affiché, si la vidéo n'a pas commencé, une grande partie des gens vont partir. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les gens qui ne sont pas partis au bout de 2 secondes, ils vont rester plus longtemps. On va peut-être considérer qu'ils sont committed. Ils se disent, bon, bah, j'ai déjà attendu 2 secondes, je vais peut-être attendre un peu plus. Mais les 2 secondes, c'est très important. Ensuite, la troisième partie, qui est donc la qualité d'image. Nous traquons avant tout le average bitrate. Donc, bitrate moyen distribué sur l'ensemble d'un échantillon à une période donnée. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va aussi regarder quelle est la répartition des vues par rapport au bitrate. Et on va aussi regarder la répartition de la durée des vues par rapport au bitrate. Et ce que nous constatons, c'est que pour la grande majorité de nos clients, la distribution se fait telle que les gens regardent plus et plus longtemps pour des bitrates plus élevés. Mais par contre, lorsque les bitrates sont tellement élevés et que malheureusement l'architecture ne permet pas de résoudre les problèmes de buffering, les gens vont revenir sur des bitrates un peu moins élevés. Donc, comme je l'ai dit auparavant, l'utilisateur choisit lui-même, optimise lui-même aujourd'hui son expérience. Il fait tout simplement voilà, de l'arbitrage. Alors maintenant qu'on a essayé de définir quelles sont les notions, où en sommes-nous? Quel est l'état de la vidéo sur Internet? Alors, je vous propose d'aller sur la slide numéro 15. Voilà l'industrie du streaming en 2014. Déjà, les bonnes nouvelles, depuis l'année dernière, on a progressé. Il y a moins de buffering et les vidéos proposées sur Internet ont tendance à proposer de meilleures résolutions. Par contre, le problème, c'est que les utilisateurs sont de moins en moins tolérants. Et aussi, il y a de plus en plus de problèmes de video star failure. Quel est l'impact sur de la qualité par catégorie? Slide numéro 16. On va déjà regarder les vidéos longues. Déjà, premièrement, ce qu'on voit, c'est que l'impact est différent selon les genres. Les films sont très fortement pénalisés. Pourquoi? Ça paraît cohérent aussi parce que les films sont directement exposés, sont directement comparés à ce qui se fait, à notre expérience au cinéma ou à ce qu'on peut avoir sur un Blu-ray. Lorsque vous allez sur Internet, qu'on vous dit streaming HD, etc., tout de suite on dit ah, HD, Blu-ray, je m'attends à ce que ça soit exactement la même qualité. Ah, pourquoi ça charge? Ah, pourquoi c'est moins joli? Bon, très fortement pénalisé. Deuxièmement, le sport, où le buffering est vraiment le mot-clé ici. Notamment le sport live. Parce que lorsqu'on regarde le sport live, et notamment les sports continus comme en Europe avec le football ou le rugby, on ne peut
on ne peut pas se permettre de gaspiller le temps de lecture, parce que si jamais on peut faire un moment où il y a but, on a tout raté. Imaginez un but à 90 minutes. Les informations en live sont moins impactées, mais ce qu'on a vu, c'est que les utilisateurs préfèrent quand même avoir de la HD. Pourquoi? Parce que dès l'instant où leur environnement est déjà tout en HD, si on leur promet de la HD pour les films, on leur promet de la HD pour le sport, ils s'attendent aussi de la HD pour l'information. Les vidéos courtes. Par rapport aux vidéos courtes, donc slide numéro 17, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande tolérance. Mais la HD reste importante, et notamment dans tout ce qui est musique, tout ce qui est clip vidéo. Il y a aussi une grande différence dans les minutes regardées entre la HD et la SD. Et cette différence va continuer à s'étendre. Et ce qu'on voit aussi par rapport à ça, c'est à quel moment l'utilisateur va partir. Et ce qu'on voit, ce qu'on a perçu, c'est que, notamment pour les clips vidéo, lorsque l'utilisateur appuie sur play, si dans les premières secondes, la vidéo n'est pas claire, n'est pas nette, l'image n'est pas nette, la personne va partir et choisir un contenu qui sera plus net. Ou alors aller sur une autre plateforme. La slide numéro 18, donc ça, je pense que tout le monde le connaît déjà, et c'est le sujet d'aujourd'hui, la multiplication des écrans, qui est aujourd'hui une réalité. Donc le streaming concurrent va continuer à augmenter dans les ménages, plus 28% entre 2012 et 2013. Mais ce qui est plus intéressant ici, je trouve, c'est que la notion de premier écran est une notion relative à l'espace-temps. Aujourd'hui, ce qu'on est sûr, c'est qu'on veut consommer de la vidéo n'importe quand, n'importe où. Et on va utiliser le device en fonction. Le matin, les téléphones portables ou les tablettes sont préférés. Ensuite, dans l'après-midi, on préfère peut-être un écran un peu plus grand. On est peut-être au travail, donc on va utiliser l'ordinateur. Et ensuite, lorsqu'on est chez nous le soir, on va préférer le grand écran, la télévision. Mais la notion de premier écran et de second écran, ce sont plus des notions ce sont des notions qui sont dynamiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Essayons de voir quelles sont les données par rapport à l'Europe et vs le monde. Alors, c'est la slide numéro 19. Tout d'abord, par rapport au VOD. Alors, j'ai choisi de montrer uniquement pour Mac et iOS. Sinon, mes slides n'allaient pas finir. Et ce qu'on voit avant tout, c'est que l'Europe n'est pas si en retard que ça. Bien entendu, on pouvait s'attendre, les numéros 1 sont les Scandinaves. Mais là où il y a toute la différence, finalement, lorsqu'on regarde, c'est pas sur le VSF, c'est pas sur le Video Star Failure, mais sur le buffering et sur le Video Start Time. Et nous voyons aussi que par rapport à la logique, c'est que dans le monde, et notamment en Scandinavie, mais aussi aux États-Unis, nous avons choisi, les providers de vidéo ont choisi ces stratégies de mettre des images de très bonne qualité. C'est pour ça que le average bitrate est généralement plus élevé qu'en Europe. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de diagnostiquer les chiffres pour la France, mais en offline, si vous voulez, je pourrais essayer de vous les donner. Par rapport à l'iOS, on voit que tout de suite, il y a une très très grande disparité, très grande différence. Déjà, par rapport à la qualité, elle est moindre. Par rapport au bitrate, c'est normal, l'écran est plus petit, la stratégie n'est pas la même. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le Video Start Time est beaucoup plus élevé pour le coup en Europe de l'Ouest, par rapport aux autres pays. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est qu'en Europe, l'un des devices préférés pour la lecture de la vidéo aujourd'hui, ce sont les iDevices. Et notamment en France, où les iDevices représentent presque un quart de la consommation de la vidéo. Essayons de voir ce qui se passe pour le live en Europe et dans le monde, donc qui est à la slide 20.
Déjà, par rapport, vous voyez, les scores, donc il y a le calcul des scores, on voit que nous sommes à des qualités beaucoup moindres que par rapport à la VOD, ce qui est normal, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Mais ce qu'on voit aussi, c'est tout de suite, le video start time est plus élevé toujours en Europe, mais aussi plus élevé dans le reste du monde. Là où les Scandinaves ont essayé, ont fait très très fort, c'est qu'ils ont réussi à garantir une qualité de lecture, une qualité d'expérience en live très très proche de ce qu'ils donnaient déjà en VOD. Pareil pour le iOS, là on rentre dans des chiffres qui sont assez tristes, je dirais. Donc il y a énormément de progrès à faire. Et là, encore une fois, c'est assez paradoxal, parce que tout le monde aujourd'hui parle des iDevices, parle des tablettes, parle de la consommation de la vidéo sur iPhone ou sur iPad. Et pourtant, on voit que les efforts ne sont pas encore suffisants. La slide 21 montre la répartition des clients de Conviva. Et ce que nous voyons, c'est que finalement, très très peu encore de providers de vidéos, de distributeurs de vidéos, réussissent à rentrer dans ce que nous appelons la zone optimale, à savoir là où il y a peu d'interruptions et où la qualité de la vidéo, la qualité d'image est la plus élevée. Parce que bien entendu, il est plutôt simple de faire l'un sans l'autre, mais c'est très compliqué de faire les deux. Et aujourd'hui, il n'est plus possible, et demain c'est encore moins possible, mais déjà aujourd'hui ce n'est plus possible de proposer soit l'un soit l'autre, parce que l'utilisateur, il veut tout. Quand on parle de qualité d'expérience, on ne parle pas de soit l'un soit l'autre, on parle des deux en même temps. Je ne veux plus de chargement, je veux plus de buffering, et je veux l'image la plus nette avec le framerate la plus importante. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir proposer ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir changer notre architecture? C'est ce que je vous propose de voir dans la slide 23 et 24. Déjà, par rapport au schéma que je vous ai montré au départ, c'est que nous devons fermer la boucle. Actuellement, c'est une boucle ouverte. À savoir, nous subissons, mais nous ne contrôlons rien. Nous devons reprendre le contrôle. Et la première chose pour reprendre le contrôle, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'output. Quelle est l'expérience que reçoit l'utilisateur? Nous devons capter, nous devons analyser tout ce qui se passe au niveau du player, au niveau du spectateur. Et ensuite, une fois que nous avons les données, on va pouvoir choisir d'optimiser et de contrôler le reste. Mais on peut faire encore mieux. On peut aussi essayer de prédire. Avant que l'erreur, le problème ne survienne, on va pouvoir prédire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à avoir suffisamment de data globale, on va pouvoir savoir est-ce que le problème va survenir par rapport à cet utilisateur, à ce moment précis, à cette zone géographique. Et la troisième chose que nous devons essayer de faire, c'est de capturer aussi le sentiment des spectateurs. Parce que c'est très simple de faire dans l'objectif, hein, de voir des chiffres. Le buffering ratio, c'est tant, le bitrate, c'est tant. Mais quel est le sentiment de l'utilisateur? Vous pouvez faire ce test aussi. Si vous proposez deux streams exactement identiques, hein, au même utilisateur, mais par contre, l'un est diffusé sur un écran rouge et l'autre est diffusé sur un écran vert, l'utilisateur va probablement dire qu'il y a une stream qui est mieux que l'autre. Quel est son sentiment? Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des outils qui nous permettent, par exemple, de savoir ce que disent les utilisateurs en temps réel sur Twitter ou Facebook. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à comment utiliser ces données-là pour réinjecter afin d'optimiser le reste? Et ensuite, l'utilisateur fait de l'arbitrage. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas aussi l'arbitrage? Pourquoi la distribution ne fait pas de l'arbitrage? Et c'est ce que je vous présente dans la dernière slide, la slide 24. Nous avons déjà, la plupart ont commencé à proposer du multi-bitrate. Proposons plus. Proposons aussi le choix des CDN. Ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas un seul CDN qui soit le meilleur partout, tout le temps.
Donc, selon la zone géographique et selon l'heure et selon l'utilisateur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir un CDN ou un autre? Et on peut penser même plus que ça, on peut aller encore rêver encore plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un monde où l'utilisateur va pouvoir choisir aussi son ASP? Bon, ça, il va falloir beaucoup rêver, surtout avec les problèmes de neutralité du web. Mais je pense que nous arrivons aujourd'hui à un monde où nous devons être suffisamment ouverts aux nouvelles solutions parce qu'il faut se rendre compte que l'architecture actuelle que nous proposons ne permet plus d'offrir l'expérience qu'attendent nos utilisateurs. Et je pense que le choix des CDN en temps réel, le choix des bitrates en temps réel, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, le choix même du peering en temps réel, etc., c'est peut-être une des ouvertures vers la solution finale. Merci beaucoup.